Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans les titres, visite inopinée de la représentante de l'UNICEF au Bénin et des ministres en charge des affaires sociales et du travail ce mardi sur les sites d'exploitation de gravier à Dévié et à Huiogui. Objectif, constater le phénomène de l'exploitation des enfants dans ces carrières. Atelier sur la qualité des produits de consommation hier à Cotonou, une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique littoral qui vise à limiter la prolifération des produits de basse qualité ou avariés en cette période de fête. Et hors du Bénin, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken s'est entretenu par téléphone hier avec le Premier ministre soudanais renversé lundi par coup d'État. Merci pour l'attention. 26 octobre 1972, Mathieu Kérékou met fin au monstre à trois têtes qui avait pris le contrôle du Dahomey depuis mai 1972. Que retenir de ce coup d'État et quelles sont les leçons à tirer suivant cet élément de Laurent Tonéi-Kess. Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir trois présidents. Et ensuite, la proclamation, référez-vous à la proclamation, ce que nous avions dit, c'est vrai. C'est tout. De 1960, année de la proclamation de son indépendance, à 1972, le Bénin, autrefois Dahomey, a connu des moments d'instabilité politique avec des coups d'État. En mai 1970, trois cadres, notamment Hubert Koutoukou-Maga, Justin Aromandegbe et Sourou Migan Apiti, mettent en place le conseil présidentiel pour diriger le Bénin par rotation. En 1972, certains militaires décident de mettre fin à cette pratique. Coup de force réussi sans effusion de sang. Mathieu Kérékou prend le pouvoir le 26 octobre 1972. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. Mathieu Kérékou entend par ce acte travailler pour le redressement économique de son pays. Le Dahomey, avec les crises politiques, était appelé « enfant malade de l'Afrique », une appellation que réfute le sociologue Florentin Nangbé. Je tiens à rectifier que le Dahomey n'était pas le pays malade de l'Afrique. Tout simplement parce que le Dahomey était resté dans sa transformation politique et sociale qui constitue le nœud de tout développement. L'intervention de l'armée constituait quand même des séquences. Et ce ne sont que des séquences pour favoriser l'atteinte du but ou bien de l'objectif poursuivi par tous les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui était la construction de la nation béninoise. S'il est vrai qu'un coup d'État n'est pas une bonne chose, celui de 1972, qui a mis fin au triumvirat, a réglé un problème. Un pays, un État ne peut pas être dirigé par trois personnes. Donc, ce coup d'État, premièrement, est venu corriger cette anomalie. Et le véritable problème qui minait la dimension étatique même de notre pays, ce problème a été réglé. Il évoque par ailleurs la leçon qu'on peut tirer de cette situation, notamment la création du parti-État, Parti de la République populaire du Bénin, PRPB. Ce parti a permis d'asseoir une cohésion nationale dans le pays, pense-t-il. Ce coup d'État du 26 octobre 1972 sera le point de départ des Trois Glorieuses, 30 novembre 1972, 30 novembre 1974 et 30 novembre 1975, où le Dahomey devient République populaire du Bénin.
La direction départementale de l'Atlantique et du littoral a organisé hier un atelier sur la qualité des produits de consommation. Il est question de prendre des dispositions nécessaires pour éviter la prolifération des produits de basse qualité ou avariés en cette période de fête de fin d'année. Le compte rendu est signé Aimé Juste Desfodji. Avoir des produits sains dans les rayons alimentaires des départements de l'Atlantique et du littoral, c'est le but de cet atelier organisé par la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Il sert de cadre d'information nécessaire aux promoteurs intervenant dans les surfaces alimentaires. La direction départementale veut éviter la prolifération des produits alimentaires impropres à la consommation à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous n'êtes pas sans savoir que des fêtes de fin d'année sont des périodes par excellence où l'on observe sur le marché toutes sortes de produits de diverses formes et de diverses qualités. Ainsi, ces produits, surtout alimentaires, écoulés sur le marché, se retrouvent dans nos surfaces alimentaires et sont parfois impropres à la consommation, soit avariés, périmés ou irradiés, c'est-à-dire bombés. C'est la raison pour laquelle notre direction veille à ce que les responsables des surfaces alimentaires respectent non seulement la réglementation commerciale en la matière, mais également de distribuer des produits propres à la consommation. La santé de la population est intimement liée à la qualité des produits de consommation. Le représentant du préfet du littoral à l'ouverture des travaux a mis l'accent sur cette réalité qui justifie amplement l'importance d'un tel atelier. La santé des populations constitue une préoccupation majeure des autorités de notre pays et particulièrement du préfet du département du littoral. Comme nous le savons, la santé ne passe pas seulement par des soins curatifs, mais également par des soins préventifs. Et quoi de plus préventif que de consommer des aliments sains? Le présent atelier vient donc à point nommé pour rappeler aux acteurs du secteur leurs obligations en la matière. L'atelier a porté sur deux communications que sont le cadre réglementaire pour la distribution des produits dans les surfaces de libre-service et l'impact sanitaire de la consommation des produits alimentaires impropres. La commission administrative paritaire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale tient depuis hier sa seconde session ordinaire. C'est le secrétaire général du ministère représentant le ministre empêché qui a ouvert les travaux de ces assises. Compte rendu Clémence Tonoquois. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette seconde session ordinaire de la commission administrative paritaire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au titre de cette année. Il s'agit des sanctions disciplinaires et du dialogue social. Instituée dans chaque ministère et institution de l'État, cette commission apparaît comme un instrument prioritaire dans tous les processus de prise de décision affectant les travailleurs. La présente session sera consacrée aux sanctions disciplinaires du 2e degré et au dialogue social. Notamment, au cours de cette même session, nous allons échanger sur un certain nombre de dispositions à prendre pour éviter d'éventuelles crises pour ce qui concerne notre secteur. C'est essentiellement à ces questions-là que nous allons nous pencher au cours de cette deuxième session ordinaire. Vous aurez donc à vous prononcer sur la sanction infligée à 3 agents du ministère qui ont abandonné leur poste de travail avant d'aborder la question du dialogue entre l'administration et les partenaires sociaux. Les travaux de la présente session sont donc l'occasion d'évoquer les questions de gouvernance et de définir les solutions appropriées à leur résolution pour le bien-être du personnel et pour la préservation de la paix sociale indispensable au bon fonctionnement du ministère. En vue de prévenir les conflits, le dialogue social a été confié désormais à la commission administrative paritaire. Et c'est à cette occasion que les doléances
du personnel seront présentés à l'administration et que des échanges seront faits pour que des solutions soient trouvées aux problèmes. Les travaux prennent fin le vendredi prochain. Les ministres en charge des affaires sociales et du travail ont effectué conjointement ce mardi avec la représentante de l'UNICEF au Bénin une visite inopinée dans les carrières d'exploitation de gravier à Dévé dans le Koufo et à Huogbe dans le Mono. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'exploitation des enfants dans ces carrières. Jonas Bouchi pour le point. Avec les exploitants des carrières, sensibilisation des femmes sur la nécessité de la lutte contre le travail des enfants, tels ont été les points marquants de cette visite dans les carrières de Dévé et de Huogbe. Une visite dont la synthèse faite à Lokossa a permis aux préfets du Mono et du Koufo de marteler leur engagement à lutter davantage contre le mal. Je sais que les réflexions vont nous permettre d'ici à là de trouver des solutions appropriées. Faire en sorte que ces enfants, s'ils ne sont pas à la maison, qu'ils puissent être soit dans le cadre scolaire et être maintenus dans ce cadre-là, ou alors dans un cadre d'apprentissage pour les chances qu'on leur aurait offertes. Seul on ne peut rien, c'est ensemble que nous ferons ce combat. Et donc, vous recevoir ici pour nous, c'est un appui de taille pour montrer que ce n'est pas une affaire de département, mais c'est un problème d'envergure et que au sommet, vous portez avec nous cette lutte. La représentante de l'UNICEF au Bénin a saisi l'occasion pour faire le point de la lutte contre le travail des enfants dans le monde, en Afrique et au Bénin. Le travail des enfants est un phénomène mondial contre lequel la communauté internationale s'est engagée. L'Afrique subsaharienne, malheureusement, est la région où le pourcentage et le nombre d'enfants abstreints au travail des enfants est le plus élevé. Au Bénin, ce taux est de 33%, avec 29% des enfants qui sont dans des travaux dangereux. Prenant la mesure du phénomène, les ministres des Affaires sociales et du Travail promettent une riposte avec des actions à fort impact. Cette descente conjointe, inopinée, de nos deux ministères a eu lieu dans les deux départements, Mono et Koufo, mais il existe partout des endroits anormaux de travail de nos enfants. Cette visite nous a permis d'apprécier les circonstances réelles d'exploitation des enfants dans ces deux départements et nous suggère d'engager conjointement des actions à fort impact de changement. Lutter contre le travail des enfants au Bénin, c'est aussi améliorer davantage les conditions sociales des parents dont la précarité soumet trop tôt les enfants à la contrainte du travail. Actualité en dehors du Bénin, au Soudan, aucune déclaration connue à l'issue du Conseil de sécurité réuni en urgence hier, mais le secrétaire d'État américain s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre du Soudan, ramené chez lui sous étroite surveillance après le coup de force des militaires lundi. Plusieurs responsables politiques et civils sont toujours en état d'arrestation dans les endroits inconnus. Les précisions avec nos confrères de RT France. Des slogans en souvenir à la révolution de 2019 qui avait permis de mettre fin à la dictature d'Omar al-Bashir. Dans les rues de Khartoum, le peuple semble prêt à reprendre les armes après le coup d'État militaire perpétré ce lundi contre un pouvoir mis en place il y a plus de 2 ans, qui avait pour mission d'accompagner le processus de démocratisation et d'organiser les élections de 2023. Le Premier ministre déchu, Abdallah Hamdok, a été ramené à son domicile hier soir avec son épouse, mais reste sous étroite surveillance militaire, afin de préserver sa sécurité, selon le nouveau pouvoir en place. Il s'est par ailleurs entretenu par téléphone avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a renouvelé son appel à libérer les dirigeants civils en détention. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi en urgence et à huis clos. Objectif : trouver un accord sur les sanctions qui peuvent être prises à l'encontre du Soudan en réponse à ce putsch militaire et apporter des solutions pour aider le peuple. Jusqu'à présent, je pense que nous avons réussi à faire du Soudan un sujet d'optimisme au sein du Conseil de sécurité et nous avons réussi à atteindre un consensus. La chose la plus importante que nous devons faire est de travailler, comme je l'ai dit, pour soutenir le peuple soudanais qui a mis sa vie en danger pour la démocratie. Je pense que le Conseil de sécurité a été très clair dans le passé quant à son soutien aux arrangements constitutionnels,
à la transition démocratique. Et le but de la discussion de cet après-midi est de discuter de la meilleure façon d'avancer et de déterminer où nous sommes d'accord. Des négociations sur l'adoption d'une déclaration commune qui n'empêche pas le général Abdel Fattah al-Burhan de défendre son coup d'État. Meilleur moyen, selon lui, de mettre fin aux divisions qui gangrènent le pays. Mais pour la population, cette démonstration de force ainsi que l'arrestation du Premier ministre suscite une inquiétude grandissante. Nous rejetons entièrement la déclaration du général Abdel Fattah al-Burhan. Nous revendiquons un gouvernement civil et demandons la dissolution du Conseil militaire. Nous ne négocierons plus avec l'armée. Notre peuple est persévérant et patient et il continuera à exiger un gouvernement civil. Il est possible que le général Abdel Fattah al-Burhan ait voulu rassurer les manifestants en leur disant que le Premier ministre Abdallah Hamdok est là. Mais même si Hamdok est avec lui chez lui, il n'y est pas allé de son plein gré. Hamdok a été amené à lui par une force militaire et par la force des armes. Même si Abdallah Hamdok reste avec le général Abdel Fattah al-Burhan, ce n'était pas son choix. De toute façon, il est détenu et retenu comme otage. Plusieurs ministres et dirigeants politiques sont toujours en état d'arrestation dans des endroits gardés secrets. Et malgré la répression que lui oppose l'armée, le peuple continue d'en appeler à leur libération et réclame que le pouvoir soit rendu aux civils. Le comité des médecins du Soudan a quant à lui annoncé que 4 morts étaient d'ores et déjà à déplorer du côté des manifestants, tandis que 80 auraient été blessés par les forces du Conseil militaire. Une 3e dose de vaccin contre la Covid-19 pour tous qui n'a pas de justification scientifique à ce stade pour la Belgique. Le gouvernement a décidé de ne pas l'imposer à sa population. Seules les personnes vulnérables de plus de 65 ans sont concernées par cette dose de rappel malgré une hausse de contamination dans le pays. En Belgique, nous avons pris la décision de ne pas donner une injection de rappel à tout le monde. Nous la donnons aux groupes de personnes qui sont très vulnérables parce que là, le bénéfice est assez clair. Pour le grand public, nous avons décidé de ne pas le faire parce que nous pensons que ce n'est pas le bon choix d'un point de vue éthique. En effet, le bénéfice d'une injection de rappel pour la population belge serait bien inférieur au bénéfice d'une première injection pour les personnes en dehors de l'Europe. En Belgique, nous avons donc fait ce choix et pour l'instant, nous ne faisons pas de piqûre de rappel parce que nous ne pensons pas qu'elle soit justifiée. Et puis les États-Unis, toujours aussi déterminés, a fait traduire Julian Assange devant la justice américaine. En janvier dernier, le juge britannique avait refusé de l'extrader en raison des risques qui pesaient sur la vie de lanceurs d'alerte australiens. Washington a fait appel de la décision. Suivez plutôt. Aucun fléchissement du côté de Washington et l'élection de Joe Biden n'a rien changé sur le dossier de Julian Assange. Et du côté des défenseurs des libertés, en revanche, le combat continue, surtout après les révélations saisissantes publiées il y a un mois par le site Yahoo News. On y découvrait, via des sources citées de manière anonyme, que des plans avaient été imaginés en 2017 au sein de la CIA pour une opération à Londres. Selon ces sources, des discussions ont été menées pour fomenter des projets d'enlèvement, voire même d'assassinat de Julian Assange. Des plans dont rien n'indique qu'ils ont finalement été validés par la Maison-Blanche, mais qui provoquent une vive inquiétude. Des ONG, dont Human Rights Watch ou encore Amnesty International, ont adressé une lettre au procureur général des États-Unis. Nous vous exhortons respectueusement à abandonner l'appel en cours de la décision du juge Barretser et à rejeter l'acte d'accusation. Le récit de Yahoo News ne fait qu'accroître nos inquiétudes quant aux motivations derrière ces poursuites et aux dangereux précédents qui est en train d'être créé. De son côté, Mike Pompeo, qui a été successivement directeur de la CIA puis secrétaire d'État sous la présidence de Donald Trump, exige au contraire que les sources qui sont citées dans cet article de Yahoo soient poursuivies pour avoir bafoué la confidentialité et la classification des informations en question. En tout cas, on peut dire que c'est dans un silence assourdissant des médias mainstream américains que se joue le sort de Julian Assange. L'affaire est très peu couverte dans les principaux médias du pays qui sont pourtant d'habitude si prompts à tendre leur micro aux lanceurs d'alerte. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.